Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors sur quoi reposent ces nouvelles accusations contre le géant chinois ? Bonjour. Alors c'est assez complexe parce qu'il y a aujourd'hui 16 chefs d'accusation, alors qu'il y en avait déjà 13 dans l'accusation précédente. Il y a, j'allais dire, deux éléments qui sont importants. Premier élément, les nouveaux chefs d'accusation incluent la question de la Corée du Nord. Là, on est un peu dans le même cas que dans le cas des actions supposées de Huawei au niveau de l'Iran. On est dans le cas de ces lois d'exception, d'extraterritorialité américaine, qui sont, j'allais dire, au-delà du fond. Le fond appartient à la justice de le trancher. Sur le principe, ce sont des lois dont il faut rappeler qu'elles sont contestées par une partie du monde. Et puis, pour l'autre part, ce qui est très intéressant, très intriguant, c'est qu'en fait, l'accusation porte aujourd'hui sur une loi différente. Le nouvel acte d'accusation ne porte plus sur une succession de lois qui auraient été enfreintes, mais sur un acte, c'est-à-dire une législation américaine très particulière qui est le Racketeer Influence Corrupt Organization. Donc si je traduis, l'accusation, c'est plus généralement et plus génériquement de considérer que Huawei est une organisation criminelle qui aurait fait du racket, de l'influence et de la corruption. Donc on a passé une étape, on n'a pas simplement rajouté 3 chefs d'accusation, on a passé une étape qui est extrêmement importante et qui est très étonnante parce que cet acte qui date de 1970 a été utilisé, j'allais dire, à 90% contre des organisations criminelles, des mafias, alors des mafias de Floride, de Chicago, etc., des véritables mafias, ou contre des hommes politiques corrompus aux États-Unis. C'est la première fois que cet acte est utilisé contre une entreprise étrangère. Ça pose question. Mais derrière toutes ces accusations, est-ce qu'en réalité, ce qui se cache finalement, c'est les ambitions de déploiement de la 5G de la part de Huawei ? Alors, je crois qu'il faut être prudent parce que, si vous voulez, c'est un secteur particulier. C'est un secteur particulier à plusieurs titres. D'abord, c'est vrai que dans différents pays, je dirais même dans l'ensemble des pays, États-Unis compris, Europe comprise, les services spéciaux des pays concernés sont en discussion nécessairement avec leurs entreprises nationales. Ça n'a rien de propre à la Chine. Huawei dit ne pas le faire, mais les entreprises françaises le font, allemandes le font, les entreprises américaines le font. On est quand même dans un domaine très particulier de sécurité, de défense, ce qui ne veut pas dire qu'on est dans un domaine nécessairement, j'allais dire, d'espionnage. Mais c'est vrai qu'il y a un secteur qui est très particulier. Premier point. Deuxième point qui rend ce secteur très particulier, c'est que, comme tous les secteurs industriels, la propriété industrielle est une combinaison très complexe, très nombreuse de savoir-faire, très nombreux, très disséminés, y compris des savoir-faire qui sont liés à dont les dépositaires sont vos fournisseurs. Donc, chaque contrat avec un fournisseur dans cette industrie est assorti de tout un tas de clauses, de non-partage, etc. C'est très complexe à suivre, à démontrer, et un très grand travail de ces entreprises, de l'ensemble de ces entreprises, qu'elles soient chinoises ou pas, consiste d'une part à développer le savoir-faire et de la propriété intellectuelle, de l'autre part à la protéger. Et si vous voulez, ces deux travaux sont aussi importants. Donc je voulais simplement dire, c'est un peu complexe, mais c'est important de comprendre ça. Donc tout ça répond à votre question sur le fait que pour démontrer ce genre d'accusation, ça prend un temps, une masse de données, une masse d'analyse qui est extrêmement importante. Ce temps peut être mis à profit pour mettre en place de la concurrence et empêcher le déploiement d'une entreprise dans un pays. Voilà. Merci beaucoup, Joël Ruette, d'avoir été avec nous. Merci pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes économiste au CNRS et président du think tank The Bridge Tank. Merci à vous.